Alors cette année, nous allons aborder, il s'agit toujours un peu de continuer quelque chose. Nous allons aborder ce que j'ai appelé la voie de l'inconscient. Alors d'emblée, ce qui peut paraître important dans le titre, j'ai écrit sur le tableau là, la voie de l'inconscient, ce qui peut être important, ça dépend, ça peut être la voie, en sachant qu'on peut l'écrire de deux façons. Je propose VOIX parce que c'est toute la question justement de ce qu'il en est de l'être parlant. Qu'est-ce que c'est que la voix, d'une part, et puis il y a dans le titre l'inconscient, en sachant que logiquement c'est un génitif, la voix de quoi? De l'inconscient. Mais ça peut être aussi l'inconscient qui a une voix. Ça peut être aussi un génitif subjectif. Il y a deux types de génitifs, objectif et subjectif. Et toute l'ambiguïté, toute la richesse est là. Alors, ce que aussi je vais lancer comme ça, puis on verra ce que ça va produire comme effet durant cette année, c'est ce qu'écrit Dante au début du XIIIe siècle. Il écrit ce qu'il appelle lui la comédie, et ce qui au XVIe siècle va être renommé, on pourrait dire, par Boccace, qui va introduire la divine comédie. Divine comédie. Et ce que je propose, c'est, comme ça, de faire au moins ce soir, peut-être un peu, on verra, je ne sais pas bien ce que je vais dire ce soir, c'est pareil, je pars comme ça, là. De faire se rencontrer, si c'est possible, c'est certainement pas possible, mais c'est justement l'intérêt. Ce qui est écrit au début du chapitre 3 de cette partie qui s'appelle l'enfer, vous savez qu'il y a l'enfer, le purgatoire et le ciel dans la divine comédie de Nantes, et l'enfer comporte une très grande partie par rapport au reste du texte. Alors je propose de mettre comme ça un peu en contrepoint, comme si on faisait une partition musicale, cette citation qui est sur la porte de l'enfer. Je crois que même Dante dit que c'est la porte qui le dit. Vous qui entrez, c'est ce que vous avez mis là, vous qui entrez, laissez toute espérance. Alors la citation c'est lasciate ogni speranza, voi qui entrate. Bon. L'espérance, c'est pas rien. L'espérance, c'est tellement important que qu'on soit chrétien ou pas, c'est une des trois vertus théologales. La foi, l'espérance, la charité. Ça veut dire que de toute façon, ça fait partie du christianisme. Et c'est une question qui est posée en philosophie, en permanence, notamment à laquelle va répondre Kant. Et Lacan, lorsqu'il est interviewé par son gendre, Jacques-Alain Miller, dans un petit fascicule, ça a été reproduit dans un petit fascicule dans les années 70, 71, 72, qui s'appelle Télévision. Lacan a répondu à cette question que lui pose Jacques-Alain Miller. Qu'est-ce que vous pensez comme ça, de ça? Et fort de son expérience de psychanalyste, et donc l'expérience de quoi? De ce qu'on appelle le surgissement de l'inconscient. Pour autant que l'inconscient c'est quelque chose d'insaisissable, qui est lié au langage,
Eh bien, lorsque Miller lui pose la question de Kant, hein, il répond que la question, c'est pas tellement l'objet de l'espérance, c'est qu'est-ce qu'il y a à espérer. Hein. Ce sur quoi s'appuie la psychanalyse, c'est pas tellement. Il s'agit justement d'arriver, puisqu'il s'agit justement d'arriver à ce que on s'arrache comme ça à toute espérance, c'est d'où, de quel lieu peut-on espérer? D'où peut-on espérer? Puis ça change tout, c'est pas qu'est-ce qu'il y a à espérer. Ça, on pourrait dire, ça c'est le but de la psychothérapie, quelle qu'elle soit. Pour autant que la psychothérapie ne prend pas véritablement en jeu le langage, même si on s'amuse avec des jeux de mots, c'est pas ça, c'est en jeu. La psychanalyse, si la psychanalyse, elle prend en jeu quoi? Elle prend en jeu la dimension de l'inconscient. Et l'inconscient est dans une position d'existence. Au sens du latin, ex, c'est en dehors, ça siste en dehors. En dehors de quoi? De la signification. Voilà. Donc vous voyez que, déjà en disant ce que je viens de dire, je mets un peu je dirais pas en parallèle, mais je mets un peu en rapprochement cette citation de Dante, qui est évidemment, Dante, c'est évidemment, si vous avez un peu le courage, lisez la Divine Comédie, c'est pas très facile à lire. Vous voyez un peu la culture de Dante, et puis, alors c'est dans un, on va dire, je ne sais pas si ça s'appelle italien, c'est dans un, c'est presque du latin, du XIIIe siècle, du latin florentin, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors bien sûr, il y a une traduction, évidemment, pour la traduction. Mais ça montre un peu tout ce qu'il peut y avoir d'important dans cette question de cette comédie humaine, qui va être reprise après, vous connaissez le titre, hein, Comédie humaine, par Balzac. Et voilà, et on est là, qu'est-ce que c'est que cette comédie? Et puis celui qui va être vraiment tout à fait génial, si on parcourt comme ça, si on les mettait tous ici, là, à présent, là, on mettrait Molière, évidemment, après. Molière qui a su lui-même, par son génie, transmettre quelque chose de la comédie, et on se demande, dans notre monde actuel, si on n'est pas vraiment tout à fait en retraite. Bon, parce que le bourgeois gentilhomme, c'est l'actualité, alors vraiment, on ne peut pas dire que c'est pas l'actualité. Hein. On n'entend que ça. Que les bourgeois qui se prennent pour des gentilshommes. C'est ça qu'on va dire, un peu comme ça. Bon, alors, ce sur quoi je m'appuie, bien sûr, c'est sur, pour un peu avancer quelque chose depuis que j'ai commencé le séminaire, et peut-être de plus en plus, évidemment, c'est cette expérience bien sûr clinique, ce qui veut dire que ça peut être que singulier, peut-être que quelqu'un d'autre il va dire autre chose. Il va dire autre chose tout en restant dans la même référence qui est la dimension du langage. On ne peut pas aborder, on ne peut pas se mettre en direction du... Alors, il y a des mots qui sont très forts, du réel de l'inconscient. Le réel, c'est pas la réalité, le réel. Hein. Je suis obligé à nouveau de donner quelques mots comme ça particuliers. Le réel, c'est l'insaisissable. Hein. C'est ce qui fait que tout d'un coup, en parlant, quand l'être parlant accepte de parler, c'est ce qui fait que tout d'un coup, quelque chose peut le faire dérailler. C'est ce qui fait que l'analyste qui l'écoute n'est pas pris par ce qu'il lui raconte. Puisqu'il s'agit de ne pas être pris par ce qu'on nous raconte. Sinon, on écoute, mais on n'entend plus rien. C'est fini, c'est terminé, on comprend tout. Du moment qu'on comprend tout, on n'entend plus rien. On n'entend que le sens, c'est la signification. C'est ce qui fait que l'important, c'est justement d'être dans cette position que Freud appelle l'attention flottante, et qui est une position qui est difficile à définir, parce que c'est pareil, ça ne peut pas se définir, justement. C'est propre à chacun. C'est pas d'aujourd'hui, hein. On peut rapprocher ça de
de ce qu'il y avait, il y a longtemps, on va dire bien avant Jésus-Christ, de ce qu'il y avait chez les Grecs, chez les philosophes grecs, quand ils ont opposé le signatum, le signifié, on va dire, puis le signans, c'est-à-dire, justement, cette position où on est dans le présent. Hein. Signans en latin, c'est un participe présent, signatum, c'est un participe passé. On est dans la présence de quelque chose, hein, c'est les stoïciens. Et puis après, ça a été repris, bien sûr, par Saint-Augustin, etc. Enfin bon, ça a été repris par les linguistes. Mais c'est pareil, les linguistes en ont aussi fait une sorte de salade universitaire. Hein. C'est normal, on ne peut pas demander autre chose. Hein. L'université, c'est ça. Hein. Bon, c'est procurer un enseignement prédigéré pour qu'il puisse être absorbé. Il faut que ça soit du foin qui soit facile à manger. Hein. Sinon, on le recrache, à ce moment-là, ça pose quand même des problèmes. Bon, donc je ne dis pas du mal de ça, je dis qu'il s'agit de parler d'autre chose. C'est très difficile, effectivement, de parler de quelque chose qui ne peut s'apprécier qu'à ses effets, en quelque sorte. Hein, c'est ça, la dimension de... Bon. Alors, ceci, évidemment, est-ce qu'on le trouve chez Freud? Réponse oui. Mais ça a été très compliqué pour Freud parce que il était tout seul et puis Freud il avait besoin de ne pas être quand même complètement isolé, donc il avait besoin de se repérer aux connaissances, notamment aux connaissances scientifiques. Puis il avait envie d'avoir un certain statut universitaire aussi, c'est logique, ça se conçoit. Hein. Donc il a écrit beaucoup de choses. Il est classique de dire que la deuxième topique qui survient vers les années 1920, hein, après, au-delà du principe de plaisir, et là où il va redéfinir le moi, le ça, le surmoi, etc. notamment, est quelque chose d'important, mais il faut le génie de Lacan pour arriver à entendre quelque chose d'autre dans ce qu'écrit Freud. Et tout est là. Vous voyez qu'entendre, ce n'est pas une histoire de son, c'est d'être tendu en direction d'eux, hein, d'être presque. C'est parce qu'on est en direction d'eux qu'on peut, on peut en quelque sorte, on peut subir. Voilà. Dès qu'on parle, on dit je. Il dit moi je. Oui, tout ça c'est bien beau, mais de toute façon, là on n'est pas du tout dans la position habituelle de ce qui peut toucher à la dimension de l'inconscient. On est dans la position de la pensée c'est important, mais vous n'êtes pas sans savoir que la pensée aussi, ça nous fait quand même pas mal de problèmes. Hein. Quand ça se met à tourner à très grande vitesse, hein, comme un TGV, ça va très vite. Hein. Et ça peut occasionner toutes sortes de choses, à tel point qu'on peut penser qu'à un certain moment, il faut l'arrêter la pensée. Ça peut être une des façons d'expliquer, par exemple, le fait que certaines personnes vont prendre des médicaments, parce que ça devient insupportable. Arrêtez. Moi, j'ai envie de mourir. Si on doit arrêter cette machine infernale. Néanmoins, le problème de la pensée, c'est est-ce que ça survient comme ça d'emblée, ça nous envahit, ou est-ce que la pensée, ça va venir après quoi? Après un événement. Un événement, c'est pas factuel. Hein. Un événement dans le langage. Hein. Je parle du langage. C'est-à-dire qu'en parlant, quelque chose, soudainement, peut nous traverser, ou alors, quand quelqu'un parle, nous pouvons tout à coup, c'est ça le silence, hein, des stoïciens, nous pouvons tout à coup entendre complètement de travers. La position flottante, c'est la position où on entend de travers. Quand on entend bien, c'est qu'on est censuré. Voilà, c'est la censure. Et Lacan, enfin un jeu de mots, la pensure. Pour montrer que la pensée et la censure, ça marche. Et ça, c'est chez Freud.
il explique que le rêve, ce qu'on appelle le rêve, à tort, parce que c'est le souvenir du rêve, mais il faut bien partir de là, c'est une élaboration secondaire. Ça veut dire que le primaire en question, on ne l'a pas. En fait, on n'a pas le rêve tel qu'il s'est élaboré. Néanmoins, on a une reconstitution par la pensée qui, automatiquement, est acceptable. Parce que si ce n'est pas acceptable, ça ne passe pas la barrière de la censure que Freud compare à une douane. Il faut avoir des papiers corrects pour pouvoir passer. Il faut que ça soit acceptable, qu'on soit acceptable pour le pays voisin, en quelque sorte. Alors, vous voyez qu'on n'est pas évidemment dans l'inconscient, c'est logique. D'autant plus que l'inconscient, c'est pas non plus en profondeur. Hein, il y a eu toutes sortes de choses comme ça qui peuvent être élaborées à partir de ce que Freud a énoncé. Et c'est vrai, savoir qu'il y aurait cette sorte de psychologie des profondeurs qui serait la psychanalyse. Non, 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 la psychologie des profondeurs, c'est la psychologie. La psychologie n'a rien à voir, comme la philosophie, avec l'inconscient. Rien. Rien du tout. Il ne faut pas demander à la philosophie, à la psychologie, de rendre compte de l'inconscient. Il n'en reste pas moins vrai que le jour où quelqu'un parle de philosophie, il se peut tout à fait que, parlant, quelque chose de nouveau le traverse. Donc vous voyez que ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on va raconter, ce qu'on va dire, c'est ce qui va se passer dans le fait même de parler. Dans le fait de parler. Tout est là. Et l'hypothèse que je soutiens, c'est que c'est quelque chose qui est sans doute, au moins équivalent, voire peut-être plus évident. Mais oui, dans l'évident, il y a le mot vide, c'est qu'il faut vider. Hein, il faut vider l'évidence, justement. Quand l'être parlant ose, risque d'entendre quelque chose de ce qu'il traverse et qu'il essaie de projeter sur un auditeur quand il chante. Il y a une opération là, tout à fait particulière, c'est ça l'opéra, c'est l'opération particulière qui est évidemment opératoire en quelque sorte pour que quelque chose advienne de nouveau chez celui qui entend, pas qui écoute, qui entend, attention flottante. Il ne s'agit pas d'être rivé à l'histoire. L'histoire, c'est toujours pareil, c'est vraiment pas grand-chose. Il y en a qui aime une femme, et puis la femme, elle en aime un autre, et puis voilà, puis il y a le père qui n'est pas d'accord. Enfin, c'est vraiment simple, c'est une histoire à la Molière, c'est vraiment tout à fait simple. Hein. Et pendant 3 heures, ça dure, ça. Donc c'est quand même, il y a autre chose dans ce qui sait transmettre la voix qui chante. Voilà un peu déjà quelques éléments qui sont apportés. Alors, si on va aller un petit peu plus loin, on va voir ça dans l'année qui va venir, si on n'est pas complètement rivé, et c'est normal d'y être, hein, surtout au début, quand on commence un travail personnel, hein, c'est normal d'y être, si on n'est pas complètement rivé à l'importance de ce que l'on pense. Alors ça va se traduire comment? Il faut que je comprenne. Voilà, il faut que je comprenne. On est tous passés par là. Il faut que je comprenne pourquoi. Voilà. Alors, il faut bien laisser travailler tout ça le temps qu'il faut. Hein? Parce qu'on ne peut pas, il faut user ça jusqu'à la corde. Donc parler de toutes sortes de choses, etc., ce qui vient. Et on va être amené à parler de toutes sortes de choses, bon, bien sûr de sa vie affective, de toutes les difficultés relationnelles qu'on rencontre, etc. Et évidemment, en général, comme on ne sait pas que l'autre c'est sa propre image, justement parce que c'est pour ça qu'on a des problèmes avec lui, hein, on va appuyer fort sur l'accélérateur, sur l'autre qui devrait, ben oui, c'est comme ça qu'on est fait, hein. On est obligé de passer par là, hein, bon. Et jusqu'à ce que, parlant comme ça, et notamment, vous voyez, sachant ce qu'on dit, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, sachant ce qu'on dit? Ça veut dire qu'on se réfère au fait qu'il y a un lieu où le savoir peut être su. Et que celui qui sait le savoir est un sachant. C'est-à-dire que nous sommes des sachants,
en quelque sorte. Hein. Et, eh ben, un jour, il peut y avoir un trou qui arrive là-dedans, c'est-à-dire qu'on entend complètement autre chose. C'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure par rapport au signance, dans l'opposition entre le signance, si on veut parler, le signance et le signatum. Bien. Donc on est divisé, on est coupé, on pourrait dire, coupé en deux, entre le signifié et le signifiant. Mais si on veut s'approcher de l'inconscient, on ne va pas prendre le signifiant comme le prennent les linguistes. Les linguistes, c'est des universitaires, donc ils ont défini ce qu'est le signifiant. Hein? On va bien laisser ça de côté, puisque nous, on ne sait pas ce que c'est que le signifiant. Mais on sait que c'est quelque chose qui existe au signifié. Donc le signifiant, ce n'est pas ce qui est là pour désigner, ce n'est pas le mot qui est là pour désigner la chose signifiée. Hein? Et il y en a un jour, justement, des très grands linguistes, vous connaissez sans doute Ferdinand de Saussure, qui était beaucoup pris là-dedans, il n'était pas très loin d'ici, il était à Genève, là. Hein? Et un jour, en lisant certains diptyques latins, tout ça, il s'est rendu compte que il y avait des lettres comme ça qui étaient parsemées, et que si on prenait les lettres, eh ben, on allait avoir un nom particulier, un nom particulier. Il a eu peur. Il a eu peur parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il ne pouvait pas l'enseigner en tant que tel. Ce qui est enseignable, ben, c'est ce qui est reproductible. C'est-à-dire que, normalement, un professeur va reproduire ce qu'un autre a pu dire aussi. Évidemment, ce n'est pas complètement vrai, bien sûr. Mais c'est ça, c'est ce qui est reproductible, ce qu'on peut reproduire qui est enseignable. C'est-à-dire que c'est le refrain, et puis pour l'intérêt, effectivement, si on est élève, je ne dirais pas l'incorporer, parce que l'incorporation c'est plus compliqué. On a intérêt à le manger, hein, faut que ça soit bon, ou un miam miam, parce que si c'est pas bon, et puis qu'on le recrache, on va avoir des problèmes. Il faut arriver à avaler tout ça. Hein. Bon. Pour autant que, si je dis ça, c'est parce que je fais référence à ce qui se passe au début pour chacun d'entre nous. Hein. La nourrice, c'est la mère. Hein. La mère, c'est la nourrice, c'est la nourriture. Hein. Le lait dépasse évidemment, pour l'être parlant, hein, je ne parle pas pour si on considère l'être parlant comme autre chose qu'un animal, évidemment. C'est-à-dire un Pavlov, quoi. Quelqu'un qui est conditionné. C'est la grande mode, ça. Hein. Puis à part les comptes, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que si on sort de l'idée, effectivement, enfin si on peut, si un jour, on pourrait dire par hasard ou par bonne heure, comme me le dit la langue, bonne heure, le heure c'est le hasard, c'est la fortune en latin, la fortuna. Hein. Si un jour par bonheur, quelque chose parlant, soit chez celui qui parle, qui nous parle, soit chez nous-mêmes parlant, va tout d'un coup ouvrir une faille incroyable, et je crois que c'est une certaine façon de parler de l'enfer. Le christianisme, évidemment, le christianisme ne parle pas de l'enfer comme ça. Mais à ce moment-là, la dimension de l'espérance, elle n'est plus du tout de mise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de savoir ce que l'on peut espérer, mais qu'est-ce qui peut, de cette faille-là, de ce lieu-là, qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qui peut être espéré. Et là, c'est plus du tout l'espérance au sens habituel du terme. Oui, alors, on va être amené, donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on va être amené à parler de quelque chose qui est quand même un peu raide. À savoir que, dans notre pensée habituellement, on est là sur Terre, comme on dit, hein, comme un voyageur, hein, de la naissance à la mort. Sur une ligne à peu près horizontale, on a intérêt à rester horizontal pour pas avoir de problème. Hein. C'est les codes, hein, respectés. Hein. Ça, Napoléon a très bien fait ça. Hein.
Il y a donc des codes à respecter. Et puis, alors qu'on le sache ou non, on a des idéaux par rapport à ça. Hein. Ça pourrait être quoi, d'autres choses. Hein. Bien sûr, il y a la religion, mais aussi la religiosité de la politique, de tous les courants qu'on voudra, etc. Hein. Et de toute façon, si on est à peu près un peu croyant autre chose, on sait qu'un jour on va mourir et puis qu'on aura autre chose. Voilà, ça marche, ça a marché. Que ça marche, je pense que ça marche toujours, même si les gens ne fréquentent plus tellement les églises. Il y a autre chose, hein. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait plus, parce qu'on a besoin de ça. Hein. Bon. Alors, ça s'appelle comment? Voilà, c'est ça la question. Là, Augustin, cet Augustin-là, celui qui avait été un femme, dans sa jeunesse assez débauché, intelligent, débauché, etc., un jour, il entend une voix, alors c'est pas n'importe laquelle, hein, c'est la voix, comment il s'appelle cet ami-là? Je ne sais plus, ça va me revenir. Il entend la voix de quelqu'un qui faisait, un peu comme moi aujourd'hui, hein, mais c'est pas tout à fait ça quand même, je suis pas dans une cathédrale, hein, qui faisait un sermon, hein, et tout d'un coup, pof, ça y est. Voilà. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a entendu? On ne sait rien. Il a entendu quelque chose qui fait qu'il a tout arrêté, sa vie, et il a décidé alors de se convertir. Bon, il y en a un autre qui l'a précédé. Là. Alors celui-là, vous connaissez, c'est Paul de Tarse. Hein. Lui, il a été traité de traître par ses contemporains, ses contemporains juifs. Il a été traité, ça veut dire traité de traître. Pourtant, il explique bien, je vois dans les Actes des Apôtres, qu'il a été, comme il le dit, instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un rabbin très très connu, rabbi très très connu, je ne sais plus comment on appelle ça dans le judaïsme, en fait, c'est quelqu'un qui avait une grande influence. Hein. C'est lui qui a dit à un moment, un jour, dans cette espèce de conseil particulier, là, où les juifs se réunissaient pour savoir ce qu'ils allaient faire aux chrétiens, parce que les chrétiens à ce moment-là étaient tout à fait mineurs, c'est ce qu'elle veut dire. Vous devriez les laisser tranquilles parce que, de toute façon, si ce sont des imposteurs, c'est pas son terme, mais c'est ce que je dis moi, de toute façon, Dieu va bien arranger l'affaire, laissez donc les choses aller. Alors que ce qui était effectivement, surtout avec l'histoire de Paul, ce qui était important, c'était qu'il fallait quand même que ça s'arrête, ce truc-là. Alors Paul, un jour, il a entendu une voix. Voilà. Il a entendu une voix, il avait une mission particulière, il persécutait les chrétiens. Et puis en allant comme ça, hein, en allant avec son cheval, etc., si vous avez en tête le tableau du Caravage, vous allez vous souvenez un petit peu de ce qu'il a fait, avec le cheval en particulier, là, essentiellement le cheval, et puis quelqu'un qui est à terre, hein. Tout d'un coup, il entend quelque chose. Voilà, il entend quelque chose, et c'est sa conversion. L'inconscient n'a rien à voir avec cette voix-là, évidemment. Même si c'est une voix qui est strictement, on veut dire, personnelle. Si je parle de la voix de l'inconscient, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Hein. Je vous ai dit que la conscience avait à voir avec le langage. Donc la voix de l'inconscient aura à voir avec le langage et non pas la pensée. Pour Paul, ça a été radical. Hein. Saül, il s'appelait Saül à ce moment-là. Après, il a pris le nom de Paul. Hein. Puis on l'a mis un petit peu, c'est quand même méfié, hein, on l'a un petit peu mis en quarantaine, on a essayé de faire un peu attention, parce que malgré ce qu'il disait, on pouvait se demander ce qui allait arriver quand même. Hein. Bon. Puis progressivement, on a pensé qu'il pourrait être admis. Et puis finalement, il est devenu le 13e apôtre, hein, parce qu'il n'a pas connu Jésus-Christ. Il y a eu des bagarres incroyables entre Pierre, Jacques, etc., les vrais disciples, ceux qui ont connu Jésus, puis Paul qui ne l'avait pas connu, parce que Paul il estimait qu'il ne l'avait pas connu, mais c'est Dieu qui l'avait reconnu en quelque sorte par cette voix-là. Hein. Alors, tout ça pour dire que, vous voyez qu'on est pris, alors on peut dire c'est sur moi, puis alors, ça change quoi? C'est sur moi, puis alors, oui. Ce que je veux dire, c'est que cette trahison, hein, on va prendre un peu les mots comme ça, c'est ce traître qui est Paul, tel qu'il a été, qui était Saül, hein,
de Tarse, là. Tarse, c'est actuellement en Turquie, je ne sais plus quelle ville c'est, pour sécuriser un peu les choses, il était né là. Donc il était romain, il était juif. Enfin, il avait 3 étiquettes. Hein. Il connaissait le grec évidemment parfaitement, c'était quelqu'un de cultivé, Paul, hein, c'était pas n'importe qui. C'est pour ça d'ailleurs il avait pu être instruit par Gamaliel, c'est pas n'importe qui pouvait accéder à ça. Hein. Il connaissait très très bien le judaïsme, évidemment, très très bien ça. Hein. Et un jour, il y a c'est quoi? C'est une sorte de révolution, c'est une conversion. Et le problème de la révolution, c'est pas mal la révolution, hein. Mais ça fait quoi? Ça remet en place des maîtres. Voilà. C'est dramatique ça. Mais c'est que l'histoire ne cesse pas de dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de temps en temps d'une révolution, c'est pas ce que je veux dire. Le problème, c'est que le Volvere, qui est une révolution, hein, ce retournement-là, hein, il s'agit justement de savoir si c'est quelque chose qui va nous faire partir sur un autre discours, c'est ça l'existence, ou si on va simplement se retourner, c'est-à-dire de persécuteur, comme Paul, on va passer aux persécutés. Il cherchait les persécutés en tant que persécuteurs, hein, et bien c'est l'inverse, c'est les persécuteurs qui vont le chercher lui. C'est-à-dire que c'est un retournement à 180 degrés, avec tout ce qui va apporter pour le christianisme, parce que c'est énorme, la question de la grâce, etc., du péché, il va apporter beaucoup de choses. Bon. Oui, alors, j'étais parti sur l'idée de l'importance de ce que nous sommes, en quelque sorte, sur cette terre. Hein. Ben, on est là, on déroule un peu l'existence. Hein. On déroule un peu l'existence, puis c'est quand on a, un peu comme moi, quand on arrive à un certain âge, on se rend compte un peu de la trajectoire qu'on a faite. Quand on est dedans, on ne se rend pas tellement compte. Hein. Eh bien, dans cette position-là, je reprends à nouveau du viator, du voyageur, hein, cette façon du christianisme de définir, je crois que la philosophie dit la même chose, hein, c'est pas le problème. Hein. Eh bien, dans ce passage de la vie à la mort, est posé le fait qu'il y a la vie du corps, telle qu'on l'apprend en médecine, par exemple. Et puis il faut y passer pour se rendre compte de ce que c'est, évidemment. Je n'ai pas dit qu'il fallait mourir, il ne fallait pas y passer là. Pas passer le seuil, mais y passer pour se rendre compte de ce que c'est. Si on fait les études de médecine, on voit bien ce que c'est, hein, la vie. La vie, pour la médecine, c'est quoi? C'est ce qu'on voit. C'est l'observation clinique. Observer. Alors, plus ça va se développer, plus les examens vont être, on pourrait dire, scientifiquement fins. Mais c'est toujours pareil. Il s'agit toujours de ce qu'on peut constater. Dans des examens, dans des radios. Il n'y a pas du tout à dire que ça doit être autrement. C'est logique. La médecine, elle est faite là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été mis en place à partir de Descartes, à partir des Lumières, début du XVIIe. C'est comme ça. Après la Renaissance, on arrive à ça. Voilà. Donc, c'est au Moyen-Âge, c'est avant. Donc, on peut penser qu'il y avait quelque chose. L'amour courtois, c'est avant. L'amour courtois, j'en ai déjà parlé, ça rappelle beaucoup plus ce qui pouvait se passer chez les Romains, chez les poètes romains, Catulle, par exemple, hein, les poèmes qu'a fait Catulle, à Lesbie, hein, ces odes particulières. Et quand Dante commence la Divine Comédie, il appelle ça un chant. C'est un chant. Pourtant, on est loin maintenant, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des mails maintenant. Hein, c'est pas pareil, plus tout à fait la même chose. Hein. Et ça tweet, etc. Bon. C'est que ça fout une pagaille pas possible. Hein, c'est vrai que. Bon. Alors, mais je ne suis pas contre parce que je trouve que c'est très bien la progrès technologique. Le problème, c'est que le problème, c'est que la technologie, ben, c'est une idéologie qui vise à comprendre, à faire comprendre la façon dont fonctionne l'être parlant. Ils n'appellent pas ça être parlant d'ailleurs. Ils appellent ça un être humain, plutôt. Mais rien n'est dit, non seulement rien n'est dit, mais tout est dit pour que ne soit pas pris en compte le fait qu'il y a quoi? Ce que vous savez, ce que vous ne savez pas que vous savez, ça s'appelle l'inconscient.
Voilà. Or, pour que quelque chose, chez un être parlant, pour qu'une autre trajectoire advienne, c'est-à-dire que pour que son destin, en quelque sorte, qui est lié à du refoulé, hein, pour que son destin, comment je pourrais dire, pour que son destin, je voudrais essayer de ne pas employer le mot changer, parce que c'est un mot un peu trop facile, pour que son destin, on va dire, se destine à ce qu'advienne sa destinée, la sienne, la sienne, sa vie, qui puisse comme ça jouer le jeu de la vie, être dans le coup de la vie, dans le coup du présent de la vie, quand il se donne à lui. C'est pas lui qui maîtrise la vie. Hein? C'est pas faire de sa vie, je sais pas quoi, etc. Ça, c'est un vœu pieux, philosophique, mon gars. C'est pas nous qui faisons la vie, c'est la vie qui nous fabrique. Louis Andréas Salomé, hommage à Freud pour ses 75 ans. Freud n'a jamais dit des choses aussi bien que ça. Il a été émerveillé, Freud, quand Louis Andréas Salomé lui dit ça. Émerveillé, mais 2 jours après, il n'en sait plus. Pourtant, c'est pas rien, Freud. Hein. Donc, c'est la vie qui nous fait. Ah, alors voilà. Donc, à ce moment-là, si la vie nous fait, il n'y a pas la vie et puis la mort. Il n'y a pas un temps de la vie, puis après la mort. Ouh, il se passe quoi la mort? Ben, c'est à ce moment-là où c'est le cadavre, quoi, le corps devient cadavre. Hein. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Voilà. Mais, néanmoins, il reste quelque chose sur quelqu'un qui est mort. Hein. Il reste, par exemple, un nom. Il reste quelque chose. Et on revient sur la dimension du langage. C'est ça qui reste, finalement. Après. Eh bien, à cette conception de la pensée, on va dire, habituelle, où il y a la vie, la mort. Et la vie, c'est quoi? Les grands professeurs de médecine, au siècle dernier, définissent la vie, c'est toutes les forces qui s'opposent à ce que survienne la mort. Tant qu'on peut s'opposer à ce que survienne la mort, on a envie. C'est pas rigolo, hein? C'est pas rigolo du tout, parce que si c'est ça la vie, alors. Hein, bon. Alors, la question qui est posée par le biais de l'inconscient, que je pose avec Lacan, c'est la suivante, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre la vie et la mort. Premier point. Le problème, tout être parlant, je me réfère au langage, je ne me réfère pas à la phénoménologie, c'est-à-dire au ressenti, hein. Ça je le laisse de côté. Hein. Je sais si j'ai pataugé là-dedans son temps, hein. J'étais psychologue et médecin. Hein. Je me base sur le langage et la question primordiale de tout être parlant, c'est comment est-il possible que se noue la mort à la vie? Vous voyez que c'est plus la mort au sens du cadavre, c'est la mort au sens de quoi? On va dire les choses, hein, on va dire au sens où tout d'un coup je suis traversé par quelque chose. Parce que tout ce que je savais déjà tombe, défaille, meurt. La mort est la grande énigme. C'est qu'est-ce que c'est que le corps dans cette condition-là? Puisque le corps de la médecine, le corps biologique, celui qu'on peut appréhender, celui qu'on peut apprendre, celui qu'on peut trouver sur des figurations, celui qu'on peut voir sur des radios, celui qu'on peut tout ce qu'on peut voir. Hein. Eh bien, ce corps-là, c'est pas de celui-là dont il s'agit. Autrement dit, vous voyez qu'il y a quelque chose en nous que Freud, un jour, c'est le cas de dire, un jour, mais alors, il a été, on lui a pas fait de cadeau, hein, vers les années 1919, il écrit un texte. Comme ça, vous savez, des petites remarques, comme ça, 3 pages, hein, c'est pas beaucoup, hein, comme ça, comme les petites notes qui sont, comme le truc qu'on dit là, en partant, là, on ouvre la porte, là. C'est toujours ça qui est important. C'est pas ce qu'on a élaborieusement pensé pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, c'est pas ça qui est important. C'est le petit truc là. Bon. Eh bien, Freud, il écrit un texte vers les années, je crois que c'est 1919, ou à peu près comme ça.
sur le rêve. Il avait écrit en 1900, enfin, il a été publié en 1900, La science des rêves. Puis il rajoute des petits trucs comme ça. Alors, il fait 3 notes. Et puis il y en a une qui est sur le rêve et la télépathie. Alors ça ne fait pas bien du tout ça. Ça ne fait pas bien du tout pour les penseurs psychanalystes du moment. Il y en a notamment qui est John, qui est l'américain du moment, là, qui ne veut pas du tout. Enfin, John apparemment, je pense que les autres aussi. Ils ne tiennent pas du tout à ce que ces notes-là paraissent en annexe de la science des rêves. Alors on se demande, alors ça paraît pas, etc. Finalement ça paraît, mais pas au bon endroit, puisque ça paraît pas la date où ça devrait pas être, etc. Puis vous savez que il y a eu les nazis et tout ça, puis on a fallu brûler des trucs de Freud, hein. On a fallu brûler des choses. Eh bien, il y a comme ça des textes qui ont une vie extraordinaire. Hein. Ce texte-là, il s'est retrouvé je ne sais pas où, il n'était plus du front en Allemagne. Hein. Donc, d'une part, il y en a des autres aussi comme ça. Par exemple, le texte qu'a écrit Casanova, par exemple, Ma vie. Celui-là, il s'est retrouvé je ne sais pas où, hein, en Bohème, je ne sais plus où, planqué, puis il y a quelqu'un un jour l'a retrouvé. Puis lisez ça, ça vaut vraiment la peine. Bon. Eh bien, donc ce texte-là sur le rêve, il note quelques notes, hein, ben, Freud explique en gros ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que dans le rêve, en gros, il y a 2 activités du rêve. Il y a l'activité de pensée, là, qui sert à quoi? Il le dit. Hein? Dans la langue allemande, c'est le mot Hand, qui veut dire la main, à manipuler. C'est la signification. On bricole les mots pour faire comprendre quelque chose. Ça, c'est la signification. Et puis il y a un autre registre qui n'a strictement rien à voir avec ça. Et là, il lâche un mot particulier qui va reprendre après. Hein. C'est très compliqué à traduire. Vous voyez, c'est ça le génie d'une langue. En allemand, c'est Lust. Alors, on va dire c'est le plaisir. Le plaisir, le Lust. C'est pas les Lust, c'est pas la jouissance. C'est compliqué. Bon. Mais en fait, Freud appelle ça le Lustgewinn. Gewinn, hein, ça veut dire gagner. Hein. Donc, c'est un gain de plaisir, littéralement. Et là, quand on va prendre ce mot-là, au début du séminaire sur les noms du Père, en 71, 72, là, il va vraiment prendre à cœur ce mot-là, puis il le prend, il le fait travailler, etc., pendant les 3 premières séances, hein, de façon très importante, dire ça, ben, c'est ce que moi, Lacan, j'ai appelé le plus de jouir. Voilà, c'est ça. C'est l'objet insaisissable. Ben, c'est là qu'on peut commencer à s'approcher de la voix. La voix qui chante, la voix qui parle, bien sûr, mais aussi de la voix qui chante et de la voix de l'inconscient. Est-ce que c'est ce que Lacan un jour nomme en 64 la pulsion avocante? C'est bien possible. Mais le problème, c'est que on va essayer de définir ce que c'est que la pulsion avocante. Alors, justement, par définition, c'est pas possible. On ne peut pas définir. Donc, comment en parler? Hein? C'est ça le problème. Alors, il me semble que, en ce qui me concerne, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je veux dire, parce que c'est nul dans le trou, hein. Vous savez, pour ceux qui le savent, vous pouvez écouter ce que j'ai déjà un peu essayé de balbutier, là, hein. C'est venu dans le trou, du trou du cri de Don Juan, là. Et bien, ce que j'ai trouvé, oui, j'y vais fort, là, parce que là, je suis à nouveau dans le mois soleil, là, du roi soleil qui... Un jour, un trou m'a trouvé. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est ça la vie. Et à partir de là, ça a produit des effets. C'est certainement à partir de cette trouvaille, c'est comme ça que j'ai appelé le séminaire l'an dernier, c'est à partir de cette trouvaille que je peux dire quelque chose maintenant, qui me met dans une certaine position par rapport à mes collègues. C'est pas le problème, puisque justement, on peut penser qu'une psychanalyse, ça doit conduire à une singularité. Parce que si c'est pour se réunir, pour être d'accord tous ensemble, eh ben c'est foutu. Par définition. Si on est d'accord sur ce qu'on va dire, c'est de la psychologie. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la conscience. Par définition. C'est comme moins logique, ça.
Alors, il s'agit donc, on peut s'agir à travers cette question-là, et notamment, mais je ne vais pas trop prendre des exemples d'opéra parce que vous allez foncer sur l'histoire, on s'en fout de l'histoire, c'est toujours pareil. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce plus de jouir dans la voix, et notamment dans la voix qui chante? Qu'est-ce que c'est que cette expérience à laquelle il faut scoltiner, parce qu'il faut scoltiner des années pour arriver à trouver ça. Et des vocalistes, c'est comme il fait du violon, hein, des années tous les jours, etc. pour arriver à ça. C'est pas je ne parle pas de la voix spontanée comme ça, je ne sais pas qui, moi. Je ne sais même pas si c'est le cas, Mercury ou je ne sais pas qui. C'est pas de cette voix-là dont je parle. Hein. C'est la voix qu'on va travailler, qu'on va sculpter, qu'on va trouver par les vocalistes, par un travail particulier, par une technique particulière. Il faut de la technique, mais ce n'est pas la technique qui compte. Cette voix-là qui va sortir par exemple dans mon cas, ténor, des aigus tout à fait particuliers. Hein, moi, je n'ai pas tout à fait fini, mais pour un petit peu origné, je vous ai fait écouter Domingo, par exemple. C'est à peu près le seul actuellement. Mais c'est fini parce que maintenant, il a tellement chanté, tellement. Ça fait 50 ans qu'il chante, donc il n'a plus le brillant qu'avec sa voix. Donc, est-ce que le brillant de la voix a à voir avec l'inconscient? Puisque le brillant, on ne va pas trouver ça chez les animaux. Les oiseaux, ils ont une belle voix, mais ils n'ont pas de brillant. Même les oiseaux. Hein. Si vous écoutez par exemple une soprane légère, hein, avec tout son talent, ou un ténor léger, vous allez entendre du brillant, mais ce n'est pas de ce brillant-là que je parle. C'est un brillant qui peut être irritable. Hein, parce qu'il peut devenir insupportable, parce qu'il nous réveille. On ne peut pas être réveillé. Comme dit Napoléon, il ne faut surtout pas les réveiller. Hein. Surtout pas les réveiller. Hein. Il faut leur raconter ce qu'ils attendent, il ne faut pas les réveiller. Et si vous les réveillez, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est ça qu'on va essayer de toucher. C'est ça qui est au cœur de ce qu'on appelle le transfert, dans une analyse. C'est ça qui est au cœur du langage. Quelque chose de cette sorte. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et c'est ça, sans doute, qui est peut-être, pourquoi pas, que je lance comme ça, c'est peut-être ça la dimension de l'enfer. Mais pas au sens où il y a vous savez, où il y a ce qu'on nous a raconté comme image, mais c'est fou les sadiques ce qu'ils racontent, hein, les fourches, etc. Tout ça. Qu'est-ce qu'on en sait? Jamais personne n'est venu le dire. Hein.